Alors on conclut ce chapitre sur l'intégrale avec le théorème de comparaison série intégrale. Ce théorème dit que si on prend une fonction f de R+ dans R+, qui est continue par morceaux et décroissante, alors la série de termes générales f de n converge si et seulement si la suite définie par intégrale de 0 à n de f converge également. Donc ce théorème est particulièrement important parce qu'il permet de ramener l'étude de la convergence d'une série à l'étude de la convergence d'une suite dont on peut calculer explicitement le terme en fonction de n. D'autre part, avoir une série dont le terme général s'écrit f de n, où f est une fonction positive continue par morceaux et décroissante, c'est quelque chose qui est assez fréquent. S'il s'avère que le terme général de la série n'est pas défini à partir du rang 0, mais seulement à partir du rang 1, on pourra quand même utiliser la proposition 14 en adaptant et en faisant commencer l'intégrale non pas à 0, mais tout simplement à 1. Donc démontrons ce théorème. On commence par appliquer la relation de Schall qui me permet de réécrire l'intégrale de 0 à n de f de t dt comme étant la série de termes général intégrale de n-1 à n de f. En effet, si j'écris la somme partielle d'indices n de la série de termes général intégrale de n-1 à n, j'obtiens sigma pour k valant de 1 à n de l'intégrale de k-1 à k de f, et par la relation de Schall, je obtiens bien l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Du coup, vous comprenez bien que étudier la suite intégrale de 0 à n de f revient à étudier la série de termes général intégrale de n-1 à n de f. Donc comme on intègre f finalement que sur l'intervalle n-1n, je vais travailler sur cet intervalle et je vais utiliser la décroissance de la fonction f, qui me donne un encadrement de f. F est encadré par f de n et f de n-1. En effet, sur cet intervalle, le maximum il est atteint en n-1, c'est donc f de n-1, et le minimum il est atteint en n, c'est donc f de n. Maintenant que j'ai cet encadrement, je vais passer à l'intégrale dans ces deux inégalités. J'ai le droit, ça ne change pas le sens des inégalités, puisque on sait que l'intégrale est croissante. Donc j'obtiens quoi? Au milieu, je vais obtenir l'intégrale de la fonction f entre n-1 et f. Et puis à gauche et à droite, j'avais quoi? J'avais des constantes. Et quand on intègre une constante, ça nous donne quoi? Ça nous donne cette constante fois la longueur de l'intervalle. Sauf que ici, la longueur de l'intervalle est égale à 1. Donc à gauche, ici, le f de n qui est là, il va se transformer en 1 fois f de n. Et à droite, le f de n-1, il va se transformer en 1 fois f de n-1. Et grâce à cet encadrement, je démontre la proposition 14 en appliquant deux fois le théorème de comparaison des séries à terme général positif. Deux fois pour chacune des implications de mon équivalence. En effet, je peux le dire oralement, si je suppose que la série de termes général f de n converge, alors la série de termes général f de n-1 converge également. C'est la même série décalée juste d'un cran. Du coup, en appliquant cette inégalité-là et le théorème de comparaison des séries à terme général positif, j'en déduis que la série de termes général intégrale de n-1 à n de f converge. Réciproquement, si la série de termes général intégrale de n-1 à n converge, alors l'inégalité, cette fois de droite, me dit que la série de termes général f de n converge également. Donc j'ai bien démontré l'équivalence entre la convergence de la série de termes général f de n et la convergence de la série de termes général intégrale de n-1 à n de f, qui n'est autre que la suite intégrale de 0 à n de f. Pour illustrer l'encadrement qui est ici, j'ai fait un petit dessin où on peut regarder par exemple ce qui se passe pour n égale 3, c'est-à-dire sur l'intervalle 2, 3. L'intégrale entre 2 et 3 de la fonction f représente l'aire de la surface grisée. Et puis à gauche, j'ai donc f de 3, ou plus exactement, j'avais même 1 fois f de 3, et 1 fois f de 3, c'est quoi? C'est l'aire du rectangle bleu. En effet, le rectangle bleu, sa largeur c'est 1, et sa longueur c'est f de 3. Et puis la majoration, pardon, c'était f de 2, et f de 2 c'est quoi? C'est l'aire du rectangle rouge. En effet, la largeur vaut f de 2 et la longueur vaut 1, donc j'obtiens 1 fois f de 2. Donc vous voyez, sur ce dessin, on voit bien cet encadrement, puisqu'on voit bien que l'aire
du rectangle bleu est inférieur ou égal à l'intégrale, c'est-à-dire à l'aire de la surface grisée, qui elle-même est inférieure ou égale à l'aire du rectangle rouge. On va maintenant appliquer ce théorème de comparaison série intégrale à l'étude de la série de Riemann. Donc la série de Riemann, je vous rappelle, c'est la série de termes général 1 sur n puissance alpha. Et on va démontrer qu'elle converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Dans le cas où alpha est inférieur ou égal à 1, cette série, elle diverge vers plus l'infini. Donc on va distinguer deux cas, j'expliquerai pourquoi après. Le premier cas, c'est le cas alpha inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, le 1 sur n puissance alpha ne tend pas vers 0, donc la série diverge. Dans ce cas-là, on dit même qu'elle diverge grossièrement. En effet, si alpha est nul, 1 sur n puissance alpha converge vers 1, ça ne converge donc pas vers 0. Et puis si alpha est strictement négatif, le 1 sur n puissance alpha divergera vers plus l'infini. Maintenant, je me place dans le cas alpha strictement positif. Alors pourquoi ce cas est-il intéressant? Tout simplement parce que si je définis la fonction f par f de x égale 1 sur x puissance alpha, le fait que alpha soit strictement positif implique que cette fonction est bien décroissante. Et puis de toute façon, cette fonction, elle est continue et positive. Donc dans ce second cas, je peux bien appliquer le théorème de comparaison série intégrale, qui dit que la série de termes générale 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si l'intégrale de 1 à n de la fonction f converge. Donc il ne me reste plus qu'à calculer cette intégrale pour savoir quand est-ce que cette suite converge. Là encore, il faut distinguer deux cas, puisque si alpha égale 1, j'obtiens dx sur x. Une primitive, c'est la fonction ln, j'obtiens ln de n, mais ln de n, ça ne converge pas, ça diverge vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Si alpha est différent de 1, je peux calculer directement une primitive, et cette intégrale vaut alors, donc j'ai une constante ici, mais ça vaut 1 sur n puissance alpha moins 1, le tout moins 1. Et ça, évidemment, avec le n puissance alpha moins 1 au dénominateur, ça converge. Donc déjà, je suis dans le cas où alpha est différent de 1, mais donc ça converge vers 0 si alpha est strictement plus grand que 1, et si alpha est compris entre 0 et 1, au contraire, ça diverge vers plus l'infini. Donc, résultat des courses, maintenant que j'ai fait une disjonction de cas avec deux cas et deux sous-cas, on voit bien que il y a convergence si dans un seul cas, qui est le cas où alpha est strictement plus grand que 1. Donc la série de termes général 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Dans le cas où alpha est inférieur ou égal à 1, donc du coup, par contraposé évidemment, la série diverge, et comme le terme général de la série, c'est un terme général qui est positif, on sait que la suite des sommes partielles est croissante. Et quand une suite croissante diverge, on sait très bien qu'elle ne peut diverger que vers plus l'infini.